présentation, vous voulez bien. Faites comme à l'école, vous levez le doigt. Et puis, on essaiera de répondre. Voilà. Merci. Ok. Bon, merci. Oui, donc si vous avez des petites remarques à faire pendant que j'interviens, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, hein. J'essaierai de finir peut-être quelques minutes avant pour, si jamais des personnes ont des questions, je pourrai répondre. Et voilà. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous enverrai par mail. À la limite, les diapos qui passeront là. Il n'y a pas beaucoup de texte sur mes diapos, mais j'ai prévu un autre fichier avec toutes les explications. Comme ça, vous les recevrez directement, ça sera peut-être plus facile pour vous. D'accord ? Voilà. Alors, le corps sous influence hormonale. Donc, en gros, je suis coach sportif et depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne des gens qui ont diverses problématiques. Et je me suis aperçu, en me formant un peu plus, que finalement, tout le système hormonal entrait en jeu dans des questions de santé en général. Et on va commencer simplement par imaginer des petites choses comme ça. Imaginez, là, à l'instant T, je vous fais gagner 1 million d'euros au loto. Donc, en gros, c'est super cool. En gros, vous allez avoir peut-être une production d'adrénaline, de dopamine. Imaginez que vous venez de manger le meilleur gâteau au chocolat de votre vie. Je ne sais pas si c'était le cas là-bas. Eh bien, vous auriez peut-être une sécrétion d'insuline, de dopamine, de leptine. Je vais vous expliquer tout ça après. Hein. Imaginez encore, non c'est pas maintenant, imaginez que vous rentrez du travail, vous êtes hyper stressé et vous jetez sur un paquet de chips. Alors cortisol, gréline, insuline aussi peut-être. Voilà. Imaginez à une petite dernière que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Là, il y a des hormones un peu plus compliquées, genre phényléthylamine, ça c'est un nom très compliqué, ou alors ocytocine. Alors tout ce que je viens de vous donner comme nom un peu bizarre, il y en a peut-être que vous connaissiez, je sais pas, ce sont des noms d'hormones. Et donc, elles ont un certain but, ces hormones, c'est de délivrer en fait un message à certains organes du corps pour qu'ils agissent, pour qu'ils aient une certaine fonction, pour qu'ils fassent une certaine action. Et en fait, ça, c'est un peu le mécanisme de tous les êtres vivants. C'est pour que le corps puisse être dans un état d'équilibre pour survivre ou pour se reproduire. En gros, votre corps, il a une seule mission, c'est de vous maintenir en vie et que vous puissiez vous reproduire. Et pour ça, il doit maintenir des constantes dans le corps. Je sais pas, par exemple, votre température corporelle, votre taux de sucre dans le sang, votre taux de calcium, etc. Il y a plein de constantes dans le corps qui doivent être dans une fourchette très stable pour que vous puissiez vivre. Et ça s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie qui, comme vous voyez, c'est maintenir notre milieu intérieur dans un équilibre constant et très délicat. Et donc ça va être le rôle des hormones qui vont venir donner des messages aux cellules pour qu'elles fassent des actions pour qu'on reste bien le plus possible en vie de la meilleure façon possible. Alors pour ça, on a 2 grands systèmes dans le corps qui permettent d'envoyer tous ces petits messages. On a le système nerveux et le système endocrinien. Système endocrinien qu'on peut dire système hormonal, on peut l'appeler aussi système glandulaire, c'est la même chose. Le système nerveux, c'est simple, ça va envoyer des messages, mais de façon très rapide. C'est quand il y a un besoin urgent que le corps réagisse d'une telle façon, de façon urgente, ça va passer principalement par le système nerveux via des messages plutôt électriques, d'accord ? Via les nerfs. Et donc, c'est une action très très rapide. Par exemple, s'il y a un stress brutal, là, si tout d'un coup, quelque chose nous fait très peur, il va y avoir des actions, des messagers chimiques, donc des neurohormones qui vont passer par le système nerveux. Et puis, il y a le système hormonal qui est, elle, plutôt un système d'adaptation, c'est-à-dire que les hormones vont passer dans la voie sanguine, via le sang. Et en fait, je vous ai mis des petites icônes en dessous. L'email et la boîte aux lettres de la poste, c'est simple, c'est parce que c'est comme si vous vouliez envoyer un message à un destinataire. Si vous voulez que ce soit très rapide, vous l'envoyez par email, en tout cas c'est instantané. Mais si vous l'envoyez par la poste, le courrier, il met un peu plus de temps. Donc c'est un peu la même chose avec le système hormonal, ça prend un peu plus de temps, mais ça a des actions plus durables dans le temps.
Donc voilà à peu près, en gros, comment ça fonctionne. Et il y a des interactions entre ces deux systèmes. Donc toutes les hormones que je vais vous détailler un petit peu après, elles sont sécrétées principalement par ce qu'on appelle des glandes. Des glandes, c'est des organes qui permettent de produire ces hormones, principalement. Il y en a plusieurs dans le corps, comme vous pouvez le voir ici. Alors si on part du haut vers le bas, on a des glandes au niveau du cerveau. Par exemple, l'hypothalamus, la glande pinéale, l'hypophyse, et je vais vous les détailler juste après. Les glandes thyroïdes, qui sont ici les espèces de petits papillons qu'on a au niveau de la gorge. Le thymus, le cœur, l'estomac, ce sont des organes qui sont capables aussi de sécréter leurs propres hormones. Les glandes surrénales qui sont hyper importantes, qu'on va voir après, qui sont un peu les glandes, on appelle ça souvent les glandes un peu du stress, mais on va les voir après, le pancréas, et puis en fonction de si on est un homme ou une femme, les testicules ou les ovaires. Donc on va voir ça en détail un petit peu maintenant. Juste avant, oui, pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne, donc vous avez en haut à gauche une cellule, une glande en gros, la petite patate en haut à gauche, qui va sécréter une hormone, elle va passer dans le sang, et puis il y a une cellule à la fin qui va capter ces hormones pour pouvoir agir en fonction de ce qu'on lui a demandé. Simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'hormone, elle va se lier à une cellule via des récepteurs. C'est comme si les cellules avaient des petites boîtes aux lettres en fait, et les hormones vont se rentrer dans la petite boîte aux lettres. Sachant que toutes les cellules du corps ont des petits récepteurs à des hormones spécifiques, mais toutes les hormones ne peuvent pas aller dans un récepteur, dans une boîte aux lettres qui lui convient pas en fait. Donc c'est un peu toujours comme un peu avec la poste en fait. C'est comme si chez vous aviez plein de boîtes aux lettres. Je sais pas, une boîte aux lettres pour les factures EDF, une boîte aux lettres pour les pubs, une boîte aux lettres pour les cartes postales, j'en sais rien. Et que le facteur pouvait mettre que les lettres ou le courrier dans les boîtes aux lettres appropriées. Donc voilà comment ça fonctionne un peu le transfert des messages dans le corps. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Voilà. Alors, en tout premier lieu, on a une glande qui est super importante qui s'appelle l'hypothalamus. Parce que ça va être un peu le chef d'orchestre de tout ce système. Je ne sais pas si vous aviez vu sur le petit schéma avant, hop, l'hypothalamus, donc dans le cerveau, qui est tout en haut, et ben lui, il va recevoir toutes les informations du corps. En fait, c'est un peu le point de jonction entre le système nerveux et le système hormonal. Et il reçoit donc toutes les infos qui arrivent en temps réel sur les constantes du corps, etc. Et lui, il va faire en sorte de... Alors c'est un peu un compositeur de musique, c'est lui qui va organiser le message à envoyer pour qu'il y ait une action derrière pour rétablir les constantes qui sont en train peut-être de se dérégler en fait. Donc il va envoyer plutôt des pré-hormones à une autre glande, je vous la remonte juste avant, qui est l'hypophyse, qui est un peu le sous-chef. L'hypothalamus c'est un peu le chef et l'hypophyse c'est un peu le sous-chef puisqu'il va recevoir les infos de l'hypothalamus et l'hypophyse va pouvoir ensuite dispatcher ces informations à toutes les autres glandes. Donc voilà. Hop. Ensuite on a donc la glande hypophyse qu'on appelle aussi la glande pituitaire. Qui, elle, va pouvoir vraiment donner les messages aux organes du corps pour qu'ils puissent avoir certaines actions. Donc, par exemple, je vous ai donné quelques exemples. Alors, je sais que c'est en anglais, mais je vais vous les traduire. Bon, en général, c'est assez simple à comprendre. Il y a différentes hormones. On va les voir aussi plus tard, ces hormones. Je vais vous donner des exemples après. Donc, par exemple, cette glande pituitaire, elle peut envoyer des hormones au niveau des testicules et des ovaires pour contrôler la production d'œstrogène, de progestérone, de testostérone chez les hommes et chez les femmes. Elle est capable aussi, donc là c'est juste un peu en dessous au niveau des os, elle est capable de produire de l'hormone de croissance qui va permettre de créer de nouveaux tissus, de créer de nouveaux tissus musculaires, osseux, et de réparer des tissus. L'hormone de croissance, c'est une hormone qui est assez importante tout au long de la vie, mais aussi très importante dans l'âge chez les enfants, quoi. Elle est capable aussi d'envoyer des informations vers la peau. La MSH, elle envoie une hormone qui est la MSH pour dire à la peau de favoriser les mélanocytes stimulating hormones. En fait, c'est des hormones qui permettent de jouer sur la couleur de la peau. Par exemple, quand vous êtes en plein été, en plein soleil, forcément, quand vous bronzez un peu plus, c'est à ce niveau-là que ça joue. C'est des hormones qui sont envoyées pour jouer là-dessus. Cette glande pituitaire, elle est capable aussi d'envoyer des messages au niveau des glandes mammaires pour les femmes allaitantes pour produire qui va lui envoyer de la prolactine pour produire pour la sécrétion de lait. Ça peut envoyer des hormones aux
glandes surrénales pour tout ce qui est les hormones des glandes surrénales, pour leur dire de produire, je sais pas, du cortisol, de l'adrénaline, des choses comme ça. Ça va agir sur la thyroïde, ça va avoir une action sur la thyroïde pour sécréter les hormones thyroïdiennes. Ça peut envoyer de l'ocytocine, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette hormone, l'ocytocine, on la met souvent dans le lot des hormones du bonheur un peu. Mais l'ocytocine, ça a aussi un rôle sur les glandes mammaires pour la production de lait aussi, pour les femmes allaitantes. Au niveau de l'utérus, pour l'accouchement. C'est ça qui va permettre au bébé de naître. Et puis, au niveau des reins, c'est aussi une action au niveau des reins pour réabsorber l'eau. Voilà. Donc en gros, ça a plein d'actions, cette glande, et c'est elle qui va vraiment... elle reçoit les infos de l'hypothalamus et elle va dispatcher après tous ces messages vers toutes ces autres glandes pour produire ces autres hormones. Donc je vais vous montrer après toutes les hormones sur lesquelles ça peut agir. On a une autre glande dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale. Celle-là, elle est importante parce que c'est la glande de l'éveil et du sommeil. C'est elle qui va un peu gérer l'endormissement, l'éveil, toutes ces choses-là. Ça produit 3 principales hormones que sont la mélatonine, la valentonine et la 6-MH, un nom un peu compliqué. Mais je pense que tout le monde a entendu parler déjà de la mélatonine. Il y a beaucoup de personnes qui prennent souvent des compléments alimentaires sous forme de mélatonine des fois. C'est simple, c'est parce que la mélatonine, elle va favoriser en tout cas l'endormissement. Elle va être produite principalement quand la lumière commence à descendre. C'est une hormone qui est assez sensible à la lumière. Donc c'est-à-dire que des personnes qui sont toujours un peu en pleine lumière, qui sont devant des écrans, des choses comme ça, c'est des choses qui vont pas trop favoriser la production de mélatonine. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'être dans une lumière un peu tamisée le soir, etc. pour un bon endormissement. Donc la mélatonine et la valentonine, c'est 2 hormones qui permettent de s'endormir, tout simplement. Et puis le 6-MH, c'est un nom un peu compliqué, c'est 6, je vous le dis comme ça, 6-méthoxyarmalan. Bref, vous n'êtes pas obligé de garder en mémoire ça, mais c'est l'hormone qui va vous permettre de vous réveiller, tout simplement. Donc cette glande, elle joue beaucoup sur cet aspect sommeil et éveil. La glande thyroïde, qui sont juste au niveau du cou. Ça, je pense que tout le monde connaît un peu les hormones thyroïdiennes, en tout cas de nom. On entend souvent parler de T3, T4. Donc ça va être la glande qui permet vraiment de jouer sur le levier de vitesse, si vous voulez, de votre corps. C'est un peu comme dans votre voiture, quand vous êtes sur la pédale d'accélération ou de frein. En fait, c'est ce qui va conditionner un peu comment travaille votre corps, à quelle vitesse. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de personnes qui sont... moi, je constate beaucoup de personnes qui sont en hypothyroïdie, de plus en plus. Et il y a des personnes qui sont en hyperthyroïdie. Donc ça, c'est toujours des chamboulements qu'il peut y avoir au niveau de la thyroïde et qui ont des actions après sur la vie quotidienne parce que c'est des personnes qui vont avoir des problèmes de plus froid, de prise de poids, on va les voir après les problèmes, mais c'est une glande, c'est une glande qui est je trouve plus le mot. Comment? Non, pas sensible, importante. Voilà. C'est tout simple. Donc hyper importante. La glande thyroïde, elle joue là-dessus et elle permet aussi de régler tous les taux de calcium dans le sang. C'est la thyroïde qui joue là-dessus. Et puis les parathyroïdes, c'est des petits boutons, on les voit pas, mais sur la thyroïde, vous avez la thyroïde et vous avez normalement des petits boutons qui sont dessus, et ça s'appelle les parathyroïdes. Et les parathyroïdes, c'est l'inverse de la calcitonine. La calcitonine, elle permet de faire baisser le taux de calcium dans le sang. Les parathyroïdes, elles permettent de faire remonter le taux de calcium dans le sang. En général, le taux de calcium dans le sang, quand il s'agit de le faire baisser, les thyroïdes sont capables de les orienter dans les os. Quand on essaie de se renforcer les os, par exemple, c'est bien. La thyroïde fait ça, elle prend le calcium et elle le stocke dans les os. Voilà, pour les grands principes de la glande thyroïde. Le thymus, ça c'est une glande de l'immunité. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Elle produit principalement de la thymosine qui permet de faire mûrir les globules blancs, donc ça va jouer sur le système immunitaire. Pourquoi je vous ai mis une petite image de Tarzan? Parce que simplement, il y a un petit exercice qui permet de stimuler le thymus, qui est de se taper comme Tarzan à ce niveau-là ou de ramener un peu d'énergie à ce niveau-là. On peut frotter ici ou alors faire des petites tapes dessus. Les glandes surrénales,
J'essaie de passer vite hein, sur les... Je vais vous expliquer un peu plus après dans la vie quotidienne ce que ça fait toutes ces glandes. Hein. Les glandes surrénales, c'est ce qu'on appelle souvent les glandes du stress. Les glandes surrénales, c'est des petits chapeaux que vous voyez en jaune qui sont sur les reins. Et on appelle ça les glandes du stress parce que ça va agir surtout en cas d'urgence. Mais dans notre vie moderne, quand on est stressé au quotidien, ça va être tout le temps en action et ça peut être néfaste à long terme. Donc ça va augmenter les taux d'adrénaline et de noradrénaline, c'est-à-dire ça c'est des hormones qui en cas de stress brutal par exemple, alors on prend souvent l'image de l'homme de Cro-Magnon qui se fait courser par un lion, mais finalement on réagit toujours de la même manière, c'est-à-dire que face à un danger, il faut tout de suite agir, il faut tout de suite combattre ce danger ou fuir ce danger, donc il faut tout de suite de l'énergie disponible et ça va être le rôle de l'adrénaline et de la noradrénaline, c'est-à-dire que ça va amener beaucoup de sucre dans le sang pour avoir tout de suite de l'énergie, ça va augmenter notre fréquence cardiaque. Quand on a peur en général, tout de suite on a la fréquence cardiaque qui commence à taper, ça commence à taper fort au niveau du cœur, ça c'est toutes des répercussions par rapport à un stress. Aldostérone, c'est juste une hormone, c'est une hormone qui permet de garder ses minéraux. Et puis le cortisol, on en parle souvent, c'est une hormone on en entend beaucoup parler en ce moment. Le cortisol, ça va prendre la suite de l'adrénaline, comme je vous ai dit. Les hormones qui passent, ou les neurohormones qui passent par le système nerveux, c'est une action très brève. Donc quand on est stressé, sur du long terme, forcément, il y a une autre hormone qui vient prendre le relais, c'est le cortisol, qui va toujours mettre le corps un peu, j'allais dire en hyperactivité un peu pour pouvoir comme s'il y avait un danger en permanence en fait. Donc même un stress, je sais pas, des stress liés à notre situation familiale, notre situation financière, notre travail, etc. Ça va avoir le même impact sur notre corps que si on était coursé à l'époque par un lion en fait. Donc c'est la même chose. Donc le corps, il met toujours en place ses mécanismes de défense. Donc voilà pour les glandes surrénales. Le pancréas qui fournit deux principales hormones. Il en fournit d'autres, il fournit aussi des enzymes, mais là on va parler principalement de l'insuline. Quand vous avez un taux de sucre dans le sang qui est toujours élevé, qui commence à s'élever, il va fournir de l'insuline, il va avoir pour rôle de sécréter de l'insuline, c'est bien connu des diabétiques, hein. Et bien l'insuline va permettre de faire diminuer le taux de sucre dans le sang, tout simplement. Et puis le glucagon, c'est l'inverse, ça va permettre, quand le taux de sucre est trop bas dans le sang, le glucagon va permettre de réélever le taux de sucre dans le sang, via plusieurs mécanismes. Donc voilà le rôle en gros du pancréas. C'est un peu comme dans le métro à Tokyo. C'est un peu comme si il y a du glucose qui attend sur le côté pour rentrer dans une cellule. L'insuline va permettre de faire rentrer le glucose dans les cellules. Les gonades. Je sais pas pourquoi c'est coupé. Les gonades, suivant l'homme, si on est un homme ou une femme, c'est les testicules pour les hommes et les ovaires pour les femmes. Là, ça va jouer sur toutes les hormones sexuelles, les œstrogènes, la progestérone et, on le voit pas en dessous, mais œstrogène, progestérone et testostérone. Sachant que les femmes sécrète beaucoup plus d'œstrogène et de progestérone via les ovaires et elle peut produire aussi de la testostérone, mais ça se fera via les glandes surrénales, ça se fait dans un autre endroit. Et pour les hommes, on sécrète la testostérone au niveau des testicules, mais les œstrogènes et de la progestérone peuvent être sécrétés aussi via les glandes surrénales pour les hommes. Donc, sur quoi ça va jouer ces hormones ? Ça va développer déjà les caractères secondaires chez l'homme ou la femme. Les œstrogènes, la progestérone. Pour les femmes, ça va permettre le développement des seins, l'élargissement du bassin, l'augmentation un peu du tissu adipeux. Les femmes ont un peu plus de tissu adipeux que les hommes. Et voilà. Et puis pour les hommes, ça va permettre le développement musculaire, de la voix, tout ce qui fait qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et puis ces hormones-là vont jouer un rôle aussi important dans la régulation des cycles menstruels chez les femmes. Ça, c'est les grandes différences avec les hommes, puisque les femmes ont un rôle en plus dans la vie qui est de donner la vie, tout simplement. Donc voilà. Là, je vous ai mis un petit exemple de comment sont un peu sécrétées les hormones chez les femmes au cours d'un cycle de 28 jours. Donc vous voyez que ça répond toujours à des fluctuations, mais tout ça est géré automatiquement finalement par le corps, quoi.
Voilà, vous voyez, donc il y a une production alors FSH et LH, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous l'aviez vu au départ, c'est des hormones qui sont envoyées de la glande pituitaire vers les ovaires, et les ovaires, eux, vont envoyer la progestérone et les oestrogènes. C'est toujours un phénomène de communication. Et enfin, pour finir, je vous ai mis les hormones de la faim, la gréline, la leptine. En gros, ça va être simple. La gréline, c'est ce qui vous donne envie de manger. Il y a une sécrétion de gréline quand vous avez besoin de manger, donc quand votre corps vous fait sentir que vous avez besoin de manger. Et puis la leptine, c'est le sentiment de satiété. Donc quand vous commencez à manger, directement, vous commencez à avoir une production de leptine qui, au bout d'un moment, va vous dire bah, « stop, j'ai assez mangé, il n'y a plus besoin de manger ». Donc voilà le rôle de toutes ces principales hormones. On appelle ça plutôt des hormones majeures dans le corps, mais voilà le rôle qu'elles peuvent avoir. Alors ça, c'est quand tout se passe dans un monde idéal, on va dire, quand il n'y a pas trop de perturbations autour de nous. Quand tout fonctionne pour le mieux, eh bien c'est réglé au millimètre et il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème de santé à la limite et tout va bien. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui perturbe un peu tout cet équilibre. Il faut savoir que les hormones, elles agissent à des doses vraiment microscopiques. Et tout est réglé au millimètre et aujourd'hui, on a des perturbateurs autour de nous qui font que ça peut dérégler, ça peut amener des chamboulements, et ça va avoir des répercussions sur notre santé. On peut classifier tous ces perturbateurs qu'on a autour de nous. Vous avez sûrement entendu parler de perturbateurs endocriniens ou perturbateurs hormonaux, c'est la même chose. Et on peut les classer en 6 catégories. On appelle ça les 6 P, les 6 poisons, les 6 perturbateurs, on peut les appeler comme on veut. Et parmi ceux-là, donc on a les pesticides, les plastifiants, vous avez peut-être entendu parler de bisphénol ou de phtalate, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout ce qui est dans les plastiques. Les perfluorés, c'est tout ce que vous retrouvez dans dans des vêtements ou des anti-taches, des choses comme ça, tous des produits chimiques de ce genre-là. Les perfluorés, polybromés, c'est tout des retardateurs de flamme. Genre dans votre matelas, vous avez sûrement des polybromés. Les parabènes, c'est tout ce qui concerne un peu les conservateurs dans les cosmétiques, dans les médicaments. Et puis les produits pharmaceutiques, les médicaments ou tout ce qui est additif alimentaire. Donc dans toutes ces catégories-là, vous avez des tas de perturbateurs qui vont venir un peu perturber, comme son nom l'indique, tout le système hormonal qu'on a vu juste avant. Alors comment ils le font ? C'est simplement que tous ces produits un peu chimiques, ils ont des similitudes avec les hormones. C'est-à-dire qu'ils ont 2 façons d'agir, ils sont capables d'imiter les hormones, ils ont un peu des séquences dans leur ADN qui imitent les hormones, donc ils sont capables d'aller se mettre dans les boîtes aux lettres des cellules et faire croire qu'ils sont des hormones. Et à des doses souvent beaucoup plus élevées que les hormones en elles-mêmes. Donc là, c'est déjà un gros problème. Et la deuxième chose, et donc s'ils agissent comme des hormones naturelles, ils sont capables de dérégler tout le fonctionnement, quoi. Et ils sont capables d'agir un peu comme aussi de bloquer les récepteurs, bloquer les boîtes aux lettres. C'est-à-dire comme de la glu ou un chewing-gum qui serait collé dans une serrure, vous ne pourriez plus mettre la clé. Là, les hormones, si le perturbateur vient se coller dessus, les hormones naturelles ne peuvent plus rentrer dans la cellule. Donc c'est comme ça qu'on arrive à de nombreux problèmes de santé. Comment on s'est aperçu de ça ? On s'en est aperçu déjà dans les années 50 avec dans les années 50 aux États-Unis, on a commencé à fabriquer le DDT là-haut, c'est un pesticide qu'on répandait dans les champs beaucoup. Et des chercheurs ont commencé à s'intéresser aux problèmes de santé, de problèmes chez les animaux qu'il y avait autour des champs qu'on avait arrosés de ce pesticide ou alors autour des usines qui produisaient ce genre de produits. Et alors là, au niveau des problèmes qu'on a commencé à trouver, c'est que on commençait à trouver des poissons. Alors je vous ai mis quelques animaux là-haut, il faut que je retrouve juste ma liste comme ça. On a commencé à voir par exemple que les poissons commençaient à se féminiser. On a commencé à voir que les alligators avaient des micro-pénis, des changements comme ça. On a commencé à voir aussi que des crapauds devenaient hermaphrodites. On a commencé à voir aussi que il y avait des problèmes de reproduction au niveau des phoques. On a vu des tas de changements au niveau des populations, au niveau des animaux.
et qui étaient liés à tout cet épandage de produits chimiques autour d'eux, quoi. Et après ça, on a commencé à avoir aussi des problèmes chez les humains, forcément. On a commencé à faire un lien avec des problèmes de perte de fertilité chez les hommes, baisse de spermatozoïdes chez les hommes, des calvities précoces chez les hommes aussi, l'ampleur de l'obésité et des maladies liées au diabète, ce genre de choses. Chez les femmes aussi, on a commencé à avoir des problèmes au niveau de la fertilité, au niveau des cycles menstruels, des bouleversements. On a commencé à voir aussi l'apparition de tous les cancers qui sont un peu hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, tout ce genre de choses. Et les chercheurs ont commencé à faire des liens avec tous ces perturbateurs, donc qui agissaient sur le système hormonal. Le truc, c'est que normalement, on a un système immunitaire et un système détoxifiant qui est là pour faire en sorte de se débarrasser de tous ces perturbateurs et de se débarrasser des virus et des bactéries. Le problème, c'est que ces perturbateurs, ils sont à des doses vraiment microscopiques. Donc, le système immunitaire, lui, il peut neutraliser les virus, les bactéries qui ont une certaine grosseur, si on veut. Mais les perturbateurs dont je vous ai cités avant, ils sont vraiment à des doses ils sont vraiment microscopiques et à ce compte-là, comme ils arrivent à atteindre les cellules, le corps ne sait plus trop comment faire pour détoxifier tout ça. Vous avez le zoom sur une cellule un peu en haut, vous voyez, quand vous avez la moitié de la cellule qui est prise par des déchets, la cellule en elle-même, elle produit des déchets. De toute façon, quand elle travaille, elle produit des déchets. Mais quand les toxines commencent à s'accumuler, que les perturbateurs en plus commencent à s'accumuler dans la cellule, elles ne peuvent plus trop faire leur travail en fait. En tout cas, elles ont du mal à faire leur travail. Donc ça devient problématique. Ça a été imaginé par un docteur qui s'appelle le docteur Buteyko. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent les méthodes de respiration du docteur Buteyko. Bon, c'était un médecin ukrainien qui est mort maintenant et qui partait du principe que plus on avait les cellules qui étaient pleines de toxines finalement, et plus on allait vers la maladie en fait. Et plus nos cellules étaient, on va dire, propres, et plus on était plein de vitalité. Et lui, il faisait faire un test à ses patients, ce qu'on appelle le test Buteyko, qui consiste à retenir sa respiration. Donc vous respirez normalement, et puis à la fin d'une expiration, vous bloquez votre respiration et vous essayez de voir combien de temps vous tenez en pause respiratoire. Sans aller jusqu'à la suffocation, il faut reprendre une respiration normale derrière, et en fonction de cette pause qu'on arrive à tenir, pour lui, on arrive à voir le degré de toxicité de nos cellules, en fait. Et il a remarqué que pour des personnes qui tenaient plus de 40 secondes ce test un peu d'apnée, c'est des personnes qui étaient en excellente santé. Et puis, plus on descendait après, entre 30 et 40, c'est toujours bon, mais on peut faire un peu mieux. Et puis, pour les personnes qui étaient sur des temps de pause entre 5 et 20 secondes, c'est que déjà, on a atteint des perturbations au niveau du corps, une toxicité au niveau du corps. Et c'est comme ça que ce docteur évaluait l'état de santé de ses patients. Alors c'est un test qu'on fait beaucoup. Moi, je préconise souvent des exercices de respiration, souvent à mes clients, pour réoxygéner un peu ses cellules, pour essayer de détoxifier un peu ses cellules. Il y a des exercices, il y a un programme tout entier du docteur Buteyko en tout cas. Et donc c'est des exercices de respiration. Et je fais faire souvent ce test-là en début de programme pour les personnes que je suis. Oui. On travaille beaucoup les pauses respiratoires Oui. en yoga. Et les personnes qui sont testées par ce test Buteyko ne sont pas exercées. C'est un test qu'on fait spontanément. Nous, on Oui. est exercé, donc on pourrait tenir longtemps. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en bonne santé? C'est la question. Ouais. C'est l'habitude de retenir le souffle. Ouais, mais vous faites des pauses respiratoires après une expiration, souvent? Ou après une inspiration, les deux. Ouais, alors là, pour ce médecin-là, c'est vraiment des pauses après expiration. Et Des gens qui ne s'exercent pas d'habitude. non.
Alors justement, oui, je pense que le fait de s'exercer, parce que son programme de séances de respiration permet d'améliorer son temps là-dessus, et donc ça voudrait dire que ces exercices-là permettent un peu de détoxifier les cellules de toutes ces toxines. Donc on va faire le lien avec le yoga à la fin. Forcément, le yoga peut amener des bénéfices, en tout cas sur cette partie-là. Mais souvent, quand je fais faire ce test, les gens essaient de battre le record à fond, enfin, essayent vraiment de battre le record d'apnée. Et à la fin, ils sont là et ils sont hyper essoufflés à la fin. Il faut pas en arriver jusque-là, justement. Il faut vraiment, quand on est à la fin de la pause, normalement, il faut reprendre une respiration presque normale, en fait. Il faut pas absolument essayer de battre son record d'apnée, quoi. Et il faut le faire plusieurs fois pour vraiment appréhender le truc. Et je sais qu'avec le Covid, par exemple, il y a certaines personnes qui sont spécialisées dans les formations sur la respiration, ce genre de choses, qui utilisent plusieurs techniques de respiration. Or, il y a souvent les techniques de respiration du docteur Buteyko. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont entendu parler de Wim Hof. Ou de la cohérence cardiaque, oui, ça en fait partie aussi. Il y a aussi Wim Hof, qui est une personne on l'a déjà vu, on l'appelle l'homme pas l'homme du froid, mais c'est quelqu'un qui va nager dans les eaux froides dans le nord. Ouais. L'homme de glace, on l'appelle. Et il a des techniques de respiration aussi. Et toutes ces techniques de respiration, finalement, c'est vrai que sont intéressantes à mettre en place. Mais je suis pas un expert de yoga, mais je pense qu'en yoga, vous jouez beaucoup sur la respiration aussi. Oui, je pense, ouais, aussi. Oui, je pense en grande partie, ouais. Donc voilà pour ce petit test que vous pouvez faire, que vous pourrez essayer. Oui, je parlais du Covid. Pendant le Covid, il y a donc certaines personnes qui ont mis en relation ce test avec les personnes qui étaient gravement atteintes de Covid et qui avaient des résultats au test très très bas, quoi. Sachant que quand on est à moins de 5 secondes, en général, on est presque mort. Hein. On est normalement, on est en très très mauvaise santé. Hein. Alors, effet cocktail. Tous les perturbateurs chimiques que je vous ai mentionnés avant, on dit souvent que c'est la dose qui fait le poison. Là, on aurait plutôt tendance à dire que c'est la multiplicité, multiplicité des poisons. C'est vraiment l'effet cocktail de tout ça qui va être néfaste pour le corps. Je crois que des 3 perturbateurs, on peut avoir des problèmes assez conséquents sur le corps. Sachant que je crois qu'on peut retrouver jusqu'à 200 polluants dans le cordon ombilical d'un nouveau-né. Donc je vous laisse imaginer un peu tout ce qui peut se passer après avec tous ces polluants, quoi. D'ailleurs, l'origine fœtale, on s'aperçoit aujourd'hui que les bébés pouvaient, en gros, prenaient tout ce qu'ils ont, toute la toxicité qu'a leur mère, en fait, ils peuvent la prendre en eux. Pendant longtemps, on a pensé que ça pouvait pas passer la barrière du placenta. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup les bébés naissent pré-pollués, en fait, dès le départ. Et ça joue un grand rôle dans toutes les maladies qu'on peut retrouver aujourd'hui. On a commencé à voir ça avec un médicament qui s'appelait le Distilben, qui dans les années, je sais plus exactement, je crois que c'était déjà dans les années 50, on préconisait ça aux femmes, pour divers problèmes, pour les femmes qui avaient des problèmes de stérilité, pour les règles, pour la ménopause, enfin pour des tas de choses pour les femmes, on leur préconisait de prendre du Distilben. Et on s'est aperçu que, ça amenait beaucoup de problématiques derrière. Alors j'avais la liste. Si je retrouve la liste des problèmes qu'il y avait avec ça, c'était assez impressionnant. Ouais, on a retrouvé des problèmes. Alors, de troubles, puberté précoce, syndrome prémenstruel, endométriose, kyste ovarien, troubles psychiatriques, problèmes cardiovasculaires, risque accru d'une fertilité altérée, cancer vaginal dans l'enfance, cancer du sein à l'âge adulte, cancer des testicules, diabète, hypertension, ostéoporose, obésité. Ça peut être c'était tout un peu des effets secondaires de ce fameux médicament. Le gros problème, c'est qu'on a trouvé les mêmes problèmes chez les enfants, enfin chez les bébés, en tout cas dans la 2e génération des personnes qui ont pris ces médicaments-là. On a retrouvé aussi des traces et quasiment les mêmes problèmes dans la 3e génération. C'est-à-dire que même si les enfants et petits-enfants n'ont pas pris ce médicament, et ils ont quand même des traces de ça, de leur grand-mère en fait.
Et on ne sait pas aujourd'hui, même la 4e génération, on ne sait pas aujourd'hui. Alors c'est difficile à évaluer aujourd'hui. Est-ce que les gens qui ont des soucis de santé aujourd'hui, c'est dû à des perturbateurs qu'ont eu leurs parents, grands-parents? Bon, c'est difficile à évaluer quand même. Sachant que ce dystilbène-là, on en retrouve aussi dans les traitements aux hormones des animaux, des bovins, des poulets, des choses comme ça. Et encore aujourd'hui. Les phénols, ça c'est quand je vous ai parlé des plastifiants tout à l'heure. On a souvent entendu parler du bisphénol A, encore maintenant. Et ça, c'est tous les composants chimiques qu'on trouve dans les plastiques. Le problème de ces composants-là, c'est qu'ils sont souvent en surface du plastique, ils ne se mélangent pas vraiment à la matière, et dès qu'on les chauffe, eh bien, ça part directement dans le produit. Par exemple, dans les biberons, ça peut directement partir dans le lait pour le bébé, quoi. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut être pollué par des perturbateurs, quoi. Sachant que le bisphénol A, je crois que c'était utilisé au tout début, avant qu'on utilise le dystilbène, était utilisé sous forme de médicaments contraceptifs. Et le bisphénol A était aussi utilisé comme contraceptif dans les années 30, il paraît. Donc forcément, ça va avoir des répercussions sur plein de choses, surtout sur les hormones sexuelles que j'ai mentionnées tout à l'heure, les œstrogènes, progestérone, ce genre de choses. Les médicaments aussi, on trouve aussi on trouve des effets œstrogéniques dans beaucoup de médicaments. Donc c'est-à-dire que certains médicaments peuvent entraîner une hausse des taux d'œstrogène, de progestérone, de choses comme ça, chez les hommes et chez les femmes aussi. Ok. La pilule contraceptive aussi, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus que ça agit et ça c'est pas sans conséquence sur les femmes. C'est-à-dire que comme on envoie des grosses doses d'œstrogène, j'arrête pas d'appuyer, je fais pas exprès, pardon. On trouve des grosses doses d'œstrogène, forcément ça perturbe aussi tout l'équilibre de ces hormones-là. Il faut savoir que je crois la pilule contraceptive, je crois qu'il y a presque 60% du comprimé qui est pas utilisé par le corps et qui va être déchargé, qui va partir dans les urines, qui va partir dans les systèmes d'eau. Et comme ce médicament est fait pour ne pas se dégrader dans l'estomac, etc., souvent, ça passe même les stations des puits de traitement de l'eau, etc. Donc on en retrouve souvent dans l'eau de consommation, en fait. Donc on trouve, c'est comme ça que on peut aussi contaminer des animaux et qui se retrouvent avec de l'œstrogène artificiel finalement en eux, quoi. Alors 100%, ça veut dire qu'en fait 100% des hommes et des femmes ont des perturbateurs dans leur corps. Je crois que c'est 100%, alors 100% de la population française est contaminée, 100% de la population ont des bisphénols, des taux de bisphénol dans leur sang, dans leurs urines, 99% des phtalates, 100% des personnes ont des taux de perfluorés dans leur système en fait. Alors chacun a des doses différentes, mais c'est pour dire qu'on est tous contaminés en fait par des perturbateurs. Alors quand c'est pas des hautes doses, à la limite c'est pas trop grave, je pense. Je pense que notre corps arrive à gérer le truc, mais comme il y en a de plus en plus, donc ça devient problématique, quoi. Comment ? Ouais. C'est l'effet cocktail. Ouais. Ça joue aussi sur l'obésité et le diabète. Je sais pas quelle heure il est. Est-ce que je suis en avance, en retard ? Quelqu'un à l'heure ? 40. Ok. L'obésité et le diabète, alors c'est vrai que c'est en pleine explosion depuis depuis longtemps. Alors bien sûr, on a mis ça sur le dos des personnes on a souvent tendance à dire que c'est parce qu'on a de plus en plus de personnes qui mangent trop, qui mangent mal et qui bougent pas assez. Alors ça c'est un peu facile à dire, ça marche pas forcément comme ça. On sait que le stress aujourd'hui joue beaucoup un rôle dans l'obésité et le diabète, simplement parce que quand on a vu tout à l'heure, quand il y a stress, il y a production de cortisol, d'adrénaline, ce genre d'hormones. Et ces hormones ont tendance à faire monter le taux de sucre dans le sang naturellement.
Donc ça peut jouer aussi. Et puis il y a tous ces perturbateurs forcément qui vont venir un peu dérégler tout ce système hormonal, donc finalement qui peuvent avoir des incidences là-dessus. On constate aujourd'hui, alors moi je le constate beaucoup, j'ai beaucoup de clientes qui ont des problèmes de thyroïde, de plus en plus. Alors certes, on commence à le dépister de plus en plus, on fait des tests de plus en plus pour voir ça. Mais c'est pareil, on pense que tout ce qui est perturbateurs hormonaux a un rôle là-dessus et qui viennent un peu dérégler tout ce système thyroïdien. Sur la thyroïde, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Non, c'est tout. Et enfin le Covid, alors ça, bon, on prend toujours un peu avec des pincettes ce qui se dit sur le Covid en ce moment, mais bon. En tout cas, il y a une étude danoise qui a montré que les personnes qui étaient le plus gravement touchées par le Covid étaient celles qui avaient le taux de perfluoré, perfluoré c'était un des 6 poisons en tout cas, étaient celles qui avaient le plus de taux de perfluoré dans leur corps. Sachant que les perfluorés, on les retrouve principalement en dehors du Covid, principalement chez les hommes, plus chez les personnes âgées. Les perfluorés, ils ont tendance à se fixer sur les poumons. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'on peut faire un lien avec le Covid, sachant que les personnes qui ont été le plus touchées par le Covid gravement, ou en tout cas dans les décès du Covid, c'était souvent, je pense que ça a été plus souvent, je crois, des hommes, personnes âgées, avec des problèmes respiratoires, ce genre de choses. Donc peut-être que les personnes, on peut penser peut-être, enfin ces études tendaient à montrer que les personnes qui étaient le plus touchées par le Covid, en tout cas, étaient peut-être des personnes qui étaient le plus finalement polluées par tous ces perturbateurs. Alors, du coup, quelle solution pour essayer de limiter au maximum les contraintes qu'amènent, enfin en tout cas les contraintes qu'amènent tous ces polluants. La première chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'activer tout ce qui est les hormones du bonheur. Les hormones du bonheur, il y en a plusieurs, on en a parlé tout à l'heure un peu. La dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, l'adrénaline, les endorphines. Ça, c'est des hormones qui vont faire en sorte que ça va déjà pouvoir, ça peut aller contre les effets délétères du cortisol. Pour les personnes qui sont stressées de façon chronique, qui ont des taux de cortisol toujours très élevés en eux, toutes ces hormones-là, elles ont tendance à bloquer le cortisol. Donc c'est bien pour ça que c'est toujours, on préconise souvent aux personnes anxieuses, angoissées, de faire des choses, en tout cas faire, je sais pas, des activités de méditation ou des activités qui leur plaisent, du jardinage, j'en sais rien, et pour justement activer un peu ces hormones du bonheur qui vont aller, qui vont permettre déjà de limiter l'impact néfaste des hormones du stress en fait. On peut aussi essayer le plus possible de s'exposer à la lumière naturelle. Pourquoi s'exposer à la lumière naturelle ? Simplement parce que quand on est à la lumière naturelle, on va synthétiser de la sérotonine. La sérotonine, c'est souvent ce qui permet déjà de lutter contre l'état dépressif. En tout cas, pour les personnes, je sais que les personnes dépressives, on leur donne souvent les médicaments pour les personnes dépressives, ça joue beaucoup sur la sérotonine. Donc il faut avoir de la sérotonine, il faut sécréter de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va permettre aussi de sécréter de la mélatonine pour s'endormir. Donc en gros, c'est pour ça qu'on a fait des liens des fois entre les personnes dépressives et le manque de sommeil. C'est parce qu'elles manquent de sérotonine, tout simplement. Donc voilà, faire une activité physique, comme je l'ai dit, toujours pour activer ces hormones un peu du bonheur et puis et de toute façon pour sa santé en général. Alors après, activité physique, là ça va être vraiment les activités qui nous conviennent le mieux. Ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être du vélo, ça peut être des activités plus dynamiques comme des activités en salle de sport, peu importe. La nutrition, faire attention bien sûr à toujours manger avoir une alimentation la plus naturelle possible, puisqu'on a vu que dans les aliments industriels, on a beaucoup de perturbateurs finalement, des additifs, des choses comme ça qui vont être des perturbateurs hormonaux. Voilà pour l'alimentation. Bon, après c'est les règles de base en général en nutrition. Je vous ai mis une photo plutôt de lipides.
parce que on a souvent fait la chasse au gras pendant longtemps, notamment contre l'obésité. On a toujours pensé que le gras était mauvais pour la santé, alors qu'en fait, enfin le bon gras en tout cas est vraiment nécessaire. Faut savoir que les hormones, elles sont sur base de cholestérol, elles sont fabriquées à base de cholestérol. Donc il faut toujours apporter du bon gras à son corps, notamment pour permettre aussi la bonne synthèse des hormones. Du sommeil, bien sûr, il faut un bon sommeil parce que en cas de un mauvais sommeil ou un sommeil non réparateur, c'est forcément un stress pour le corps. Donc forcément, ça va aussi induire, ça peut bouleverser en tout cas un peu certains équilibres hormonaux, notamment les hormones de la faim. Je sais pas, c'est quand on fait une nuit blanche, par exemple, on a les taux de gréline qui explosent. Le corps, on a des envies de manger parce que les taux de gréline montent très haut et l'hormone de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, elle baisse au contraire. C'est comme quand on a en stress un peu chronique aussi, c'est la même chose. Le corps, pour lutter contre ce stress, il nous envoie beaucoup de gréline parce que dans notre, on va dire qu'on a été éduqué un peu comme ça. Enfin, en tout cas, on est habitué à ce que on a des choses réconfortantes qui sont liées à l'alimentation. Et donc le cerveau, il sait très bien que pour atténuer, par exemple, du stress, il envoie la gréline pour nous faire manger des choses réconfortantes pour diminuer ce stress. Donc voilà, donc le sommeil est important aussi, bien sûr. Les câlins, parce que ça joue beaucoup sur les hormones du bonheur qu'on a vu avant. Par exemple, l'ocytocine, qui est sécrétée beaucoup lorsqu'on est, quand vous enlacez quelqu'un ou que vous faites masser, par exemple. Ça marche beaucoup avec le contact empathique, en fait. Et là, on sécrète beaucoup d'ocytocine. Ça marche aussi avec les animaux. Si on caresse son petit chat, par exemple, on produit de l'ocytocine. Bon, la détente, le rire, toutes ces choses-là, c'est pareil, c'est des choses qui vont activer ces hormones du bonheur, qui vont aller contre un peu tous les effets néfastes du stress. Bon, je pense que je vous apprends rien de ce côté-là. Alors, je voulais parler de ça aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, enfin, si vous avez déjà entendu parler de la pratique du yoga hormonal. Alors, je ne sais pas si la pratique du yoga en général, je pense, a tendance à agir sur le système hormonal. Mais il y a une Brésilienne qui s'appelle Dina Rodriguez. Alors, elle est plutôt âgée maintenant, je crois qu'elle est à peu près 95 ans. Et c'est elle qui a démocratisé un peu, en tout cas. Alors, je ne sais pas si quelqu'un la connaît ici. Non, pas forcément. Alors je me suis pas trop intéressé, j'ai vu juste un peu ses travaux. Elle a mis en place des séances de yoga hormonal, donc avec certaines postures, qui selon elle ont tendance à ramener un peu l'énergie vers toutes les glandes qu'on a vues au début sur le petit schéma avec toutes les glandes. Donc ça c'est quelque chose peut-être que vous pourrez aller voir de votre côté, je sais pas. Vous aurez le nom quand je vous donnerai le diapo avec toutes les explications, vous aurez son nom de toute façon et vous pourrez trouver facilement, je pense, toutes ces postures qui permettent finalement de ramener un peu, selon elle, de ramener un peu l'énergie vers toutes ces glandes afin de leur permettre de travailler au mieux. Donc ça peut être une solution aussi. Et enfin, essayer de limiter au mieux les perturbateurs qui vont dérégler tout le système hormonal. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il y a des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Je sais pas moi, tout ce qui contient votre oreiller, tout ce que contient votre tapisserie, tout ce qu'il y a dans votre sac à dos, j'en sais rien. Tout ce que vous avez sur vous finalement est susceptible de contenir des perturbateurs qui vont s'imprégner en vous. Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais on peut quand même, je pense, agir sur certaines choses, notamment la nutrition. Je pense qu'on est tous capables maintenant de regarder un peu c'est vrai que de limiter un peu tout ce qui est la nourriture vraiment industrielle et de regarder un peu ce qu'il y a sur les étiquettes, bouger plus, avoir un meilleur sommeil, donc gérer son stress avec des exercices, avec ce qu'on veut, hein. Ça peut être de l'activité physique, des activités manuelles, j'en sais rien, peu importe. Et puis faire attention, tout ce qui est médicaments, choses comme ça. Alors on va pas aller contre les médecins, c'est sûr, hein. Mais faire attention à ce qu'on consomme au niveau des cosmétiques, des choses comme ça. Voilà, c'est toujours compliqué quand même d'agir là-dessus, mais tout comme la pollution ou les ondes, ce genre de choses, c'est compliqué aujourd'hui de faire sans ça, quoi. À moins d'aller habiter dans une cabane au fond des bois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, vous avez un peu toutes les clés
vous avez un peu, j'espère, un peu compris comment fonctionnait ce système hormonal, comment ça fonctionnait, les messagers avec les petites boîtes aux lettres. Et puis, tout ce qui perturbe un peu tout ça aujourd'hui. Et puis voilà, vous avez pu voir qu'il y a des solutions quand même un peu pour essayer de limiter tout cet impact sur votre corps. Voilà, je ne sais pas si des personnes ont des questions par rapport à tout ça, je ne sais pas, ou des remarques ou des choses que j'aurais peut-être oublié de dire et puis que vous connaissez, je ne sais pas. Non, pas forcément. Voilà, ouais, je sais pas. Donc, ouais, au niveau du yoga, en tout cas, vous voyez que le yoga peut en tout cas agir sur, en tout cas, on a parlé un peu de la respiration, tout ce système respiratoire qui va avoir des impacts quand même pour aider en tout cas, on va dire à la détox des cellules. Donc ça peut être important. Et puis, c'est une activité physique aussi et qui va aider aussi à gérer un peu mieux son stress pour certaines personnes en tout cas. Et comme je l'ai dit, gérer son stress, ça va permettre d'avoir des actions d'aller contre les effets néfastes des hormones qui agissent en permanence pour le stress. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire en tout cas là maintenant. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Merci. Donc je vous enverrai de toute façon ça. Et derrière chaque diapo que je vous ai montré là, moi j'ai fait une autre diapo en expliquant exactement par texte. Ça sera peut-être plus simple pour vous pour comprendre ça. Effectivement, dans le yoga, avec le souffle, on travaille avec la relaxation, avec la détente, avec ce repos-là du stress. Ouais. Et dans les postures, on peut voir l'effet sur les postures, au niveau de la thyroïde, du règlement, etc. Le fait de rester habile, ça nous résonne, ça résonne en nous, dans notre travail. Le fait de rester habile, d'arriver à purifier, à rester habile dans une posture, c'est un peu un travail spécifique dans notre façon de... Bon, en tout cas, alors moi je suis pas spécialiste yoga, donc je pratique pas le yoga, mais... Si vous vous intéressez un peu à ça... Mais moi je m'intéresse déjà, du coup, moi, à la respiration, justement... Ouais. mais en tout cas, moi, avec mes clients, je leur propose beaucoup d'exercices de respiration. Donc, c'est vrai qu'allier finalement la respiration avec l'exercice en lui-même, ça peut être bien aussi. Et puis, ouais, intéressez-vous peut-être aux travaux de cette Brésilienne là qui s'appelle Dina Rodriguez, qui a vraiment fait quelque chose en rapport avec les glandes hormonales. Elle a des postures spécifiques qui sont censées, alors moi j'ai pas testé, mais qui sont censées vraiment agir sur ces glandes pour leur permettre sûrement de mieux travailler en tout cas. Je pense que le yoga en général donne déjà les hormones du bonheur. Oui, ça agit déjà à la base là-dessus. Bon, après, oui, après, il y a d'autres choses aussi qui, comme je l'ai dit, il peut y avoir d'autres activités aussi. Hein. Moi, je connais des personnes pour qui le yoga, les hormones du bonheur, pour elles, ça leur convient pas. Enfin, comme d'autres personnes qui sont, je sais pas, moi, j'aime la course à pied. Il y a des personnes pour qui la course à pied, ça leur envoie pas d'endorphine. Hein. Donc, voilà, c'est une sensibilité qu'on a chacun. Chacun a ses sensibilités à certaines activités. Chacun a son modèle. Aussi, ouais. Des grands passionnés de course à pied qui, avec les années, malheureusement, et le genou, ils ont Oui. arrêté la course à pied. Ils étaient très tristes. Ouais. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui comprennent pas comment certaines personnes arrivent à courir 30 km ou 40 km un marathon et ils trouvent du plaisir, quoi. Donc, c'est pareil, il y a des personnes qui comprennent pas comment on prend du plaisir dans une séance de yoga. Enfin, c'est à chacun de trouver ces activités qui permettent d'activer toutes ces hormones un peu du bonheur, qui permettent déjà de permettre au corps d'aller un peu mieux déjà. Il faut passer le cap déjà. Le gars qui veut courir, effectivement, c'est que quand il va avoir fait un peu d'effort, il va avoir les bienfaits de... Voilà, ouais. Voilà, écoutez, je sais pas, oui. Par rapport à la mélatonine, Oui. Je sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, et c'est en vente libre un peu Oui. comme ça, en pharmacie. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a marqué 99% de produits naturels, Ouais. il y a quand même l'hormone de la mélatonine dedans. Et on n'a pas de recul par rapport au long cours. Est-ce que les gens peuvent prendre au long cours Alors, déjà, tout ce qui est complément en général,
il faut pas les prendre de façon chronique. Alors il paraît que ça peut aider. On pense que ça peut aider sur une période, sur certaines périodes, si on a du mal à s'endormir. Prendre de la mélatonine, ça peut aider, mais il faut pas que ça vienne de façon chronique. Sinon, c'est comme tout. Si on commence à apporter de la mélatonine de façon, pendant une très très longue période, le corps, lui, il a plus besoin de produire la mélatonine derrière. Donc au moment où on arrête, forcément, le corps, il produit plus de mélatonine de lui-même. C'est marqué sans dépendance, enfin, il marque bien dessus sans dépendance, quoi. Et du coup, les gens, je Ouais. pense qu'ils sont. Enfin, je sais pas si c'est suffisamment avec J'aurais tendance à dire que, ouais, on peut déjà, la mélatonine, il y a des personnes qui prennent des mélatonines parce qu'ils dorment pas de la nuit. Ça empêchera pas aux personnes qui se réveillent en pleine nuit de se réveiller après. La mélatonine, c'est vraiment l'effet pour s'endormir en fait, l'endormissement. Et encore, c'est même pas la mélatonine. Je sais pas, vous avez vu, il y avait la valentonine aussi. L'autre hormone, c'est elle vraiment qui permet de s'endormir. La valentonine, en fait, elle a plus un rôle de détoxifiant. C'est-à-dire qu'elle détoxifie un peu les neurones, les cellules du corps avant l'endormissement. Et après, c'est la valentonine qui vous permet de vous endormir. La valentonine, en fait, elle permet de baisser le rythme cardiaque, vraiment qui permet l'endormissement. Donc la valentonine, elle permet, un complément en mélatonine, ça permet. Comment ? Il n'invente pas encore ça. Non. La valentonine, ça va. Non, je sais pas. Avec vos clients, vous avez pour faire le point avec eux au niveau de leurs hormones, de la problématique. Moi, je fais. Vous avez quoi ? Vous avez un. Alors, moi, j'ai un. Vous avez Ouais, moi, j'ai un questionnaire. un questionnaire, ouais. J'ai tout un questionnaire qui, en fonction. Alors, moi, je regarde souvent si taux de cortisol, parce que pour voir s'ils sont vraiment stressés ou pas, et s'il y a un peu des dérèglements au niveau cortisol. Je regarde au niveau des œstrogènes. Pareil, c'est toutes des questions sur le. Mais après, ça reste qu'un questionnaire en fait. Donc, je regarde souvent au niveau de l'insuline, œstrogène, cortisol, testostérone. Voilà, et c'est tout un questionnaire qui fait que plus ils répondent de oui à mes questions, et plus il y a peut-être de risques qu'ils ont cette hormone qui est un peu déréglée. Mais après, ça remplace pas un bilan sanguin. Après, moi, je les encourage. Il y a des personnes qui vont faire des bilans auprès soit d'un endocrinologue ou de leur médecin. Pour voir exactement leur taux d'hormones, si elles sont déréglées ou pas. Et aux personnes qui ont un cortisol élevé, vous disiez quoi comme ça En général, ça va être beaucoup. Après, il faut creuser, voir si les personnes dans leur vie sont vraiment stressées, anxieuses. Est-ce que c'est lié à ça ? Et si de toute façon, elles me le disent. Les personnes me le disent tout de suite. Oui, je suis hyper stressé, j'ai un boulot machin qui me stresse beaucoup, et on essaye d'agir sur l'activité physique, sur des exercices de respiration, si c'est des personnes souvent qui ont au niveau de l'alimentation, qui ont des pulsions alimentaires. Donc on essaye de leur donner des techniques, j'essaie de leur donner des techniques pour jouer là-dessus, pour essayer de diminuer ce stress chronique. Mais après, par exemple, j'ai une personne qui a eu des problèmes au niveau des glandes surrénales, qui avait des kystes au niveau des glandes surrénales, et là c'est ça qui jouait sur ses taux de cortisol par exemple. Et d'ailleurs c'est pas la seule, j'en ai eu 2 comme ça qui avaient des problèmes au niveau des glandes surrénales. On a failli d'ailleurs l'opérer pour lui enlever les glandes surrénales. Et après c'est des médicaments à vie parce que... Ils sont aperçus grâce à vous ? Non, ça elle avait déjà fait avant elle avait déjà des problèmes d'hypertension, des choses comme ça. Et son médecin a cherché un peu plus loin, et c'est là qu'ils ont vu qu'elle avait des kystes sur les glandes surrénales, qui faisait qu'elle avait le cortisol qui faisait ça, et derrière plein d'autres problèmes, quoi. Vous êtes à Mulhouse ?